L'expansion impériale de l'Égypte sous la XVIIIe dynastie ne peut être comprise qu'en la replaçant dans le long héritage de la deuxième période intermédiaire. Vers le milieu du XVIe siècle avant Jésus-Christ, le royaume thébain, consolidé par Ahmosis ou Ahmosé, absorbe les territoires jusque-là contrôlés par les souverains dits Hyksos d'Avaris. Cette incorporation n'apparaît pas comme une rupture radicale, mais comme l'aboutissement d'une dynamique ancienne. Depuis des siècles, l'Égypte s'avançait progressivement vers le sud du Levant, alternant campagne, empiètements territoriaux et relations d'échange. Ainsi, la chute des Hyksos ne constitue pas seulement un épisode militaire, mais une réorientation structurelle. Le royaume thébain, désormais maître d'un territoire élargi, se trouve placé au contact direct des réseaux levantins. Cette proximité crée les conditions de nouvelles ambitions. Au lieu de se limiter à la défense de la vallée, la monarchie pharaonique est désormais entraînée dans un jeu d'interaction régionale. Les successeurs d'Ahmosis, Aménophis Ier puis Thoutmosis Ier, inscrivent leur action dans cette continuité. C'est moins une volonté de rupture que l'exploitation des opportunités créées par l'effacement des Hyksos. La logique d'expansion devient dès lors un trait structurant de la royauté et non un choix ponctuel. Avec Thoutmosis Ier, qui régna au tout début du XVe siècle avant Jésus-Christ, la monarchie franchit un seuil décisif. Ses campagnes en Nubie le conduisent au-delà de la 4e cataracte, c'est-à-dire tout au sud de l'Égypte, marquant une extension territoriale sans précédent dans cette direction. Mais son geste le plus significatif est peut-être l'expédition au Proche-Orient qui le mène jusqu'à l'Euphrate. Cette double projection, au sud et au nord, témoigne d'une ambition impériale inédite. Toutefois, elle doit être lue avec prudence. Il ne s'agit pas encore d'une domination permanente. En Syrie, la présence égyptienne reste épisodique, liée aux démonstrations de force plutôt qu'à une organisation stable du territoire. En Nubie, au sud, au contraire, la conquête s'accompagne d'une première structuration administrative et militaire, annonçant le futur modèle colonial. Sur le plan idéologique, Thoutmosis Ier se présente comme un roi conquérant, inaugurant des rituels de victoire qui seront repris par ses successeurs. Les reliefs exaltent la portée universelle de son action. Frapper l'Euphrate, c'est inscrire symboliquement l'Égypte dans une géopolitique élargie. La construction de monuments commémoratifs à Karnak, au nord de Thèbes, participe de cette propagande. La victoire militaire est immédiatement convertie en capital politique et religieux. Mais il serait réducteur de voir dans ce règne l'acte fondateur absolu de l'Empire. Plutôt qu'un tournant isolé, il faut y voir une étape, l'ouverture d'horizons nouveaux, encore instables, qui ne deviendront durables qu'avec ses successeurs. Le règne d'Hatchepsout, qui s'étend d'environ 1479 à 1458 avant Jésus-Christ, constitue une étape singulière dans la construction de l'Empire. Sa place dans l'historiographie a longtemps été interprétée de manière caricaturale, une parenthèse féminine qui aurait suspendu l'élan militaire inauguré par Thoutmosis Ier, avant le retour offensif de Thoutmosis III. Les recherches récentes nuancent fortement ce tableau. Il s'agit moins d'une parenthèse que d'une redéfinition des moyens de la puissance royale, dans un contexte où la conquête militaire n'était pas nécessairement prioritaire. Hatshepsut accède au pouvoir dans des circonstances complexes. Régente au nom du jeune Thoutmosis III, elle finit par revendiquer elle-même le trône, adoptant les insignes royaux et se présentant comme pharaon à part entière. Sa légitimité repose sur une construction religieuse et idéologique sophistiquée. Elle se proclame fille d'Amon, fruit d'une théogamie, et s'inscrit dans une continuité dynastique soigneusement mise en scène. Cette situation explique en partie son orientation politique. Plutôt que de chercher immédiatement la gloire des champs de bataille, Hatshepsut investit massivement dans l'idéologie monumentale et religieuse afin de consolider sa légitimité. Ces constructions, notamment le temple de Der el-Bahari, marquent une étape majeure de l'architecture royale et de la propagande dynastique. Le règne d'Hatshepsut n'est pas marqué par de grandes campagnes militaires. En revanche, il est jalonné d'entreprises économiques et diplomatiques. La plus célèbre est l'expédition au pays de Punt, représentée sur les reliefs de Der el-Bahari. Cette expédition illustre un autre visage de l'expansion. Ouverture vers des terres lointaines, recherche de produits exotiques comme l'encens, la myrrhe, l'ivoire,
et valorisation symbolique du rôle du pharaon comme garant de la prospérité. Ces initiatives ne sont pas de simples alternatives à la guerre, elles traduisent une conception différente de la grandeur royale. Pour Hatshepsut, la puissance de l'Égypte se manifeste dans l'abondance et la prospérité, dans la monumentalité religieuse et la reconnaissance divine autant que dans la victoire militaire. Il est probable que durant son règne, l'Égypte n'ait pas totalement abandonné la scène internationale. Des garnisons subsistent en Nubie, et la présence égyptienne au Levant est maintenue par des relais diplomatiques. Mais le choix stratégique est clair, éviter les grandes campagnes, privilégier la consolidation interne et la mise en scène de la royauté. La mémoire d'Hatshepsut a été en grande partie effacée après sa mort. Ses cartouches martelées, ses statues détruites. Ce geste a longtemps été interprété comme la revanche d'un Thoutmôsis III impatient de prendre sa place. Mais les recherches récentes suggèrent une action plus tardive, visant à effacer une anomalie dynastique, une femme régnant comme pharaon, plutôt qu'une hostilité personnelle. Quoi qu'il en soit, son règne n'est pas une parenthèse vide. Il a permis de consolider les bases internes, d'enrichir l'idéologie religieuse et monumentale, et de montrer qu'il existait d'autres voies vers la puissance que la conquête militaire. L'empire thoutmoside ne peut être compris sans intégrer cette phase, qui a doté l'Égypte d'une assise idéologique et matérielle que Thoutmôsis III exploitera ensuite. Le règne de Thoutmôsis III, qui s'étend d'environ 1479 à 1425 avant Jésus-Christ, marque l'apogée de l'expansion impériale égyptienne. Longtemps éclipsé dans sa jeunesse par la régence et le règne d'Hatshepsut, il impose ensuite une domination militaire sans précédent sur le Levant et la Nubie. Son action ne se limite pas à une série de campagnes victorieuses, elle inaugure un véritable système impérial reposant sur la coercition militaire, l'organisation administrative, la redistribution économique et l'idéologie royale. Thoutmôsis III commence son règne dans l'ombre de sa belle-mère Hatshepsut. Pendant près de 20 ans, il exerce un rôle secondaire, tandis qu'Hatshepsut gouverne en son nom. Cette expérience n'est pas une perte de temps pour autant, elle lui permet de se former, de s'entourer d'officiers et de scribes compétents, et de préparer le retour d'une politique plus offensive. À la mort d'Hatshepsut, il reprend la pleine royauté. Ses premières initiatives consistent à affirmer son autorité, élimination progressive des traces du règne féminin, promotion de fidèles officiers, et surtout lancement d'une série de campagnes militaires qui donneront au règne son caractère exceptionnel. La première campagne asiatique de Thoutmôsis III, relatée avec force détail dans les annales de Karnak, est dirigée contre une coalition de princes syriens menée par le roi de Kadesh. L'affrontement culmine à Megiddo, en Galilée. La stratégie de Thoutmôsis III est audacieuse. Au lieu d'emprunter les routes principales, il choisit un chemin étroit et risqué à travers le col d'Aruna, surprenant ainsi ses adversaires. La bataille tourne à son avantage, et les princes syriens se réfugient dans la ville fortifiée de Megiddo. Le siège dure plusieurs mois, mais la capitulation marque un tournant. L'autorité égyptienne est restaurée sur la région. La victoire de Megiddo n'est pas seulement militaire, elle inaugure un rituel politique et idéologique. Les annales de Karnak en font un récit exemplaire, où le courage du pharaon, la discipline de ses troupes et l'appui divin se conjuguent pour manifester la supériorité égyptienne. Megiddo n'est que le début. Thoutmôsis III mène, en une vingtaine d'années, 16 campagnes en Asie. Ces expéditions visent non seulement à réaffirmer l'autorité égyptienne sur les cités du Levant, mais aussi à contenir l'influence croissante du royaume du Mitanni, grande puissance du nord de la Syrie. Ces campagnes montrent une méthode systématique. Répression des révoltes locales, imposition de tribus, prise d'otages, ce sont souvent les fils des princes vassaux qui sont élevés en Égypte, et enfin installation de garnisons. Peu à peu, un système hiérarchisé se met en place. Les cités cananéennes restent autonomes, mais doivent reconnaître l'autorité du pharaon et contribuer à son économie par des tributs réguliers. La plus spectaculaire des campagnes de Thoutmôsis III le conduit jusqu'à l'Euphrate, où il érige une stèle commémorative près de Carchemish, à la frontière de la Turquie et de la Syrie actuelle. Cet acte symbolique illustre l'ambition universelle du pharaon, atteindre la grande frontière du Proche-Orient, là où se rencontrent les sphères d'influence égyptiennes et mésopotamiennes. Il ne faut pas y voir une annexion durable, l'Égypte ne contrôle pas en permanence ces régions, mais la portée idéologique est considérable. Le pharaon se présente comme celui qui a franchi les limites du monde connu, étendant son pouvoir aux confins de l'Asie. Parallèlement aux campagnes asiatiques, Thoutmôsis III poursuit l'expansion en Nubie.
La région est soumise à un contrôle direct, avec construction de forteresses, administration égyptienne, exploitation intensive des mines d'or. Contrairement au Levant, qui reste sous régime de vassalité, la Nubie est intégrée comme une véritable colonie, fournissant des ressources essentielles à l'économie impériale. L'originalité de Toutmosis III est d'avoir transformé la conquête en système. Plutôt que de chercher à administrer directement chaque cité, il met en place une structure flexible. Des vassaux locaux maintenus au pouvoir et sous surveillance, des tribus annuelles qui rappellent la dépendance, des otages élevés en Égypte, formés à la culture égyptienne, assurant une fidélité future, enfin des campagnes régulières qui entretiennent la crainte et rappellent la supériorité militaire. Ce modèle, fondé sur l'équilibre entre autonomie locale et domination impériale, est adapté à la diversité des cités cananéennes. Il garantit la stabilité tout en évitant une administration trop lourde. Les campagnes rapportent des tributs considérables: or, argent, cuivre, chevaux, chars, bois précieux, produits exotiques. Ces richesses sont redistribuées entre le roi, les temples et les élites militaires. L'Égypte connaît alors une prospérité sans précédent qui alimente les grands chantiers, les temples et une véritable économie impériale. Le temple d'Amon à Karnak est le grand bénéficiaire de ces ressources. Chaque victoire est commémorée par des offrandes, chaque campagne s'accompagne de donations massives. Le clergé thébain s'enrichit, acquérant un poids politique croissant. Toutmosis III ne se contente pas de vaincre, il met en scène sa domination. Les reliefs et inscriptions soulignent l'universalité de son pouvoir, représentant les peuples vaincus comme tributaires du pharaon. L'iconographie de l'ennemi agenouillé, frappé par le roi, devient omniprésente. Cette idéologie impériale s'inscrit dans une logique religieuse. Le pharaon n'est pas seulement un conquérant, il est celui qui rétablit la Ma'at, l'ordre, face à l'Isfet, le chaos. Ces victoires ne sont pas des succès personnels, mais des actes cosmiques inscrits dans le rôle sacré de la royauté. Les campagnes de Toutmosis III permettent l'émergence d'une nouvelle élite. Ses généraux, scribes et intendants sont récompensés par des terres, de l'or et des esclaves. Leurs tombes, notamment dans la nécropole de Cheikh Abd el-Kourna, sur la rive ouest du Nil, face à Luxor, témoignent de cette promotion sociale. Représentation de la remise de l'or par le roi, récit de campagne, exaltation de leur rôle auprès du pharaon. Ce processus transforme la société égyptienne. La noblesse n'est plus seulement héréditaire, elle se renouvelle par le mérite militaire et le service de l'État. Au terme de ces campagnes, Toutmosis III laisse un empire qui s'étend de la 4e cataracte de Nubie jusqu'à l'Euphrate. C'est l'apogée territoriale de l'Égypte. Mais cette domination est fragile. Elle repose sur la fidélité des vassaux, la régularité des tribus et la peur des campagnes répressives. Dès son fils Amenhotep II, il faudra recourir à une brutalité accrue pour maintenir l'ordre. L'empire toutmoside est donc une construction puissante, mais instable, dépendante de l'énergie militaire et de la présence royale. À la mort de Toutmosis III, son fils Amenhotep II, qui a régné d'environ 1427 à 1400 avant Jésus-Christ, hérite d'un empire à son apogée territoriale, mais fragile. Son règne illustre les difficultés du maintien de la domination impériale. Il doit affronter des révoltes en Syrie et au Levant, et choisit une méthode marquée par la violence et l'intimidation. Les campagnes d'Amenhotep II sont connues pour leur brutalité. Inscriptions et reliefs insistent sur les exécutions massives, la pendaison des prisonniers et l'exposition de cadavres comme trophées. Un texte fameux relate comment 7 princes rebelles de Syrie furent exécutés, 6 furent pendus à Thèbes et 1 en Nubie, exposés comme avertissement. Cette théâtralisation de la violence ne relève pas seulement d'un tempérament, elle traduit une politique. Le pharaon entend maintenir l'obéissance des cités vassales par la terreur, rappelant à tous que la désobéissance entraîne des conséquences funestes. Cependant, derrière cette façade brutale, l'équilibre avec les grandes puissances se modifie. L'expansion égyptienne rencontre ses limites. Le Mitanni, grande puissance du nord de la Syrie, reste hors de portée. Les campagnes d'Amenhotep II ne parviennent pas à établir un contrôle durable dans cette région stratégique. Malgré les difficultés, l'Empire continue d'apporter richesse et prestige. Les tribus affluent, bien que moins spectaculaires que sous Toutmosis III. La Nubie reste une base solide, source d'or et de main-d'œuvre. Mais le coût du maintien militaire s'accroît. Garnison, expéditions punitives, logistique des campagnes. Le règne d'Amenhotep II montre ainsi la tension inhérente à l'Empire. D'un côté, l'Égypte bénéficie d'un afflux de ressources, de l'autre, elle doit mobiliser une énergie constante pour contenir les velléités d'indépendance de ses vassaux.
Un élément décisif du règne est la réorientation diplomatique progressive vis-à-vis du Mitanni. Si Amenhotep II conserve un discours belliqueux, la réalité est celle d'un rapprochement progressif. Les hostilités ouvertes ne donnent pas de résultats durables et une détente s'installe. Ce processus ne se concrétise pas immédiatement sous son règne, mais prépare l'évolution ultérieure, la reconnaissance d'une forme d'équilibre entre les deux puissances. Le fils d'Amenhotep II, Thoutmôsis IV, qui a régné d'environ 1400 à 1390 avant Jésus-Christ, poursuit cette politique de stabilisation. Son règne est plus court et moins spectaculaire sur le plan militaire, mais il joue un rôle important dans la consolidation de l'Empire. C'est sous lui que se formalise la paix avec le Mitanni par une alliance matrimoniale. Il épouse en effet une princesse mitannienne, scellant une entente qui marque la fin des hostilités directes entre les deux royaumes. Cette évolution illustre le passage d'une phase de conquête à une phase d'équilibre diplomatique. L'Empire égyptien ne cherche plus à étendre ses frontières au-delà de l'Euphrate, mais à maintenir ses positions. Thoutmôsis IV est également célèbre pour la stèle du Sphinx à Gizeh, qui raconte comment le jeune prince, endormi à l'ombre du grand Sphinx, reçut en rêve la promesse de la royauté en échange de la restauration du monument. Cette inscription est révélatrice d'un besoin de légitimation. Il est possible que Thoutmôsis IV ne fût pas l'héritier direct et qu'il ait dû justifier son accession au trône. Ce recours aux mythes et aux religieux s'inscrit dans une tradition où la légitimité pharaonique s'appuie autant sur les victoires militaires que sur le soutien divin. Dans un contexte où l'Empire cesse de s'étendre, le roi affirme son rôle de médiateur entre les dieux et les hommes, garant de l'ordre cosmique. Sous Amenhotep II et Thoutmôsis IV, l'Empire n'est plus en expansion, mais en gestion. La Nubie reste une colonie intégrée, exploitée et administrée directement. Le Levant, lui, reste un ensemble de vassaux turbulents, mais maintenus par la diplomatie et par la crainte de la répression. C'est un équilibre fragile. Les fondations mises en place par Thoutmôsis III demeurent efficaces, mais reposent sur une vigilance permanente. Le moindre relâchement pourrait entraîner des révoltes, et l'Empire reste dépendant de la force militaire et de la légitimité royale. Le cycle des Thoutmosides, de Thoutmôsis Ier à Thoutmôsis IV, représente l'un des moments les plus décisifs de l'histoire de l'Égypte ancienne. Il ne s'agit pas seulement d'une phase d'expansion territoriale, mais de la construction d'un modèle impérial qui marquera durablement la mémoire et les structures politiques du nouvel empire. L'émergence de l'empire thoutmoside ne peut être comprise comme un simple tournant autour de 1550 avant Jésus-Christ. Certes, l'élimination des Hyksos et la restauration de l'unité égyptienne sous Ahmosis constituent un jalon majeur. Mais il s'agit plutôt de l'aboutissement d'une tendance ancienne. L'Égypte, depuis le Moyen Empire, entretenait des relations de plus en plus intenses avec la Nubie et le Levant, faites de commerce, d'empiètement et d'affrontements. Le temps des Thoutmosides prolonge cette dynamique en lui donnant une ampleur nouvelle, rendue possible par la conjoncture politique, affaiblissement des Hyksos, fragmentation du Levant et montée en puissance d'un État thébain centralisé. L'une des grandes leçons de cette période réside dans la diversité des moyens par lesquels la monarchie a affirmé sa grandeur. Thoutmôsis Ier inaugure la projection militaire à grande échelle. Hatshepsut démontre qu'une politique fondée sur le prestige religieux, la monumentalité et l'ouverture commerciale pouvaient asseoir la légitimité royale sans campagne incessante. Thoutmôsis III, pour sa part, transforme la conquête en système, érigeant un véritable modèle impérial. Enfin, Amenhotep II choisit la brutalité comme instrument de domination, tandis que Thoutmôsis IV ouvre une ère de stabilisation diplomatique. Ces variations illustrent la plasticité du pouvoir pharaonique. Il s'adapte au contexte, mais conserve une finalité constante, affirmer la centralité du roi comme garant de l'ordre universel. Le système impérial repose sur un équilibre fragile entre la force et la persuasion. En Asie, les campagnes régulières rappellent la supériorité militaire, mais la vassalité locale est maintenue avec tribus et otages comme garant de fidélité. En Nubie, au contraire, l'intégration directe fait de la région une colonie exploitée et administrée. À partir de Thoutmôsis IV, la diplomatie gagne en importance. L'alliance avec le Mitanni montre que l'Égypte n'entend plus étendre indéfiniment ses frontières, mais cherche à préserver un statut hégémonique au sein d'un système international que l'on pourrait qualifier de multipolaire. L'Empire transforme profondément la société et l'économie égyptienne. L'afflux de richesses stimule les grands chantiers monumentaux, enrichit les temples, en particulier celui d'Amon à Karnak,
et favorise l'essor d'une aristocratie militaire et administrative issue du mérite. Mais il engendre aussi des tensions. Le poids croissant du clergé d'Amon, nourri par les donations impériales, devient un contre-pouvoir. La dépendance aux tribus et aux ressources coloniales rend le système vulnérable à toute rupture. L'Empire Toutmoside ne se définit pas seulement par ses frontières. Dans l'idéologie royale, il incarne une prétention à l'universalité. Les reliefs montrent les peuples du monde connus apportant leurs tribus au pharaon, image d'un ordre cosmique où l'Égypte occupe le centre. Cette mise en scène dépasse la réalité militaire. Même si la domination effective ne s'étend pas durablement jusqu'à l'Euphrate, le discours royal inscrit le pouvoir pharaonique dans une dimension universelle où la victoire militaire est indissociable de la restauration de la Maat. Au terme du cycle Toutmoside, l'Égypte dispose d'un empire sans précédent, mais son maintien repose sur une vigilance permanente. La fragilité est double. Extérieure, avec des vassaux turbulents et des puissances concurrentes. Intérieure, avec l'accroissement des inégalités et le poids croissant des institutions religieuses. Néanmoins, l'héritage est durable. Le modèle impérial conçu par Thoutmôsis III et ses successeurs sera repris, adapté et parfois contesté par les pharaons ultérieurs, de l'époque amarnienne jusqu'aux Ramessides.